Vendredi matin, vaut mieux tard que jamais, on est là pour discuter de l'énorme main event entre TJ Dillashaw et Corey, je vais faire l'erreur plusieurs fois, Sandhagen, c'est l'œil du Chris. Petit débat, comme d'habitude. J'y pensais, parce que je me dis, je vais galérer à trouver le temps. Puis je me suis dit, en fait, ceux qui disent j'ai pas le temps, c'est vraiment une excuse bidon. La réalité, la vérité derrière, c'est j'ai pas envie de mettre le temps dessus. Et c'est marrant, tous ceux qui font ce genre d'excuses, c'est toujours des gens qui travaillent à mi-temps et qui ont le temps de regarder 3 saisons sur Netflix par semaine. Bref, j'ai trouvé le temps. Vendredi matin, très tôt, on excusera, je vais mettre du temps à mettre dans le bain, mais une très chouette analyse qui arrive. Avant de commencer par l'analyse, on va regarder la carte, à quoi ressemble-t-elle. En tout cas, contrairement à la semaine passée, on a, je pense, un main event très intéressant, dans le sens où le vainqueur pourrait potentiellement obtenir le title shot. Je ne vais pas dire, évidemment, que le main event de la semaine passée n'était pas intéressant, mais d'un point de vue ranking, ça n'avait pas beaucoup de sens. C'était le numéro 9 contre le numéro 14. On savait plus ou moins à qui allait gagner. Les odds n'étaient pas du tout serrés. Il s'avérait que celui auquel on s'attendait de gagner a gagné. Et au final, c'était une carte très moyenne, avec un main event intéressant, mais pas au point de vue des rankings. Et au final, il y a très peu de gens qui en ont parlé, mais ça a délivré parce que c'était à l'UFC Apex, donc la petite cage, donc beaucoup de finalisation. Ici, on a un peu le même style de carte, c'est-à-dire peu de combats vraiment intéressants de manière générale, mais on a un main event qui attire énormément, non pas juste pour le ranking et parce qu'on pourrait avoir le vainqueur pour le title shot après, mais simplement parce que Sandhagen contre TJ Dillashaw, c'est... On va en parler, c'est juste magnifique sur papier. Je vois que c'est de nouveau à l'UFC Apex, donc c'est intéressant, c'est dans la petite cage. J'avais pas prévu ça dans mon analyse, mais je vais en tenir compte en improvisation. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur la carte? Je vois qu'il y a Julio Arce contre André Ewell. Pas beaucoup d'intérêt au point de vue ranking, c'est tous les deux en dehors du top 20, mais ça peut être très fun à regarder. Mickey Gall, non. Nassourdine Imavov, évidemment, contre Ian Heinisch. Très chouette combat. Opposition, j'ai pas envie d'utiliser le terme opposition de style, parce que c'est de moins en moins le cas en MMA, tout le monde est complet, mais clairement, les game plans sont préétablis. C'est-à-dire qu'on a un Imavov qui va devoir chercher à rester debout, parce que c'est là où il a une grosse différence de niveau par rapport à Heinisch. Et Heinisch, il va probablement chercher à amener ça au sol. C'est chouette à voir. Imavov reçoit pas mal de respect de l'UFC, a raison, je pense. Vraiment très bon combattant. Et il reçoit pas mal de respect parce que Ian Heinisch, c'est quand même un nom. Son dernier combat, si je me trompe pas, s'il n'a pas combattu c'était contre Gastelum. Effectivement, son dernier combat, c'était contre Gastelum. Donc, voilà, quelqu'un qui était dans le top 15, ça permet aux Français de s'en rapprocher grandement avec une victoire ici. Soriano contre Allen, ça va être un très chouette combat à regarder. Randy Costa contre Yanez, tout le monde en parle parce que tout le monde est ultra fan de Adrian Yanez. Il ne faut pas oublier que Randy Costa, c'est pas n'importe qui, ça va être un très très chouette combat. Chez les femmes, Maverick contre Barber, ça peut être fun, deux prospects. Et puis les deux autres, je ne suis pas un grand fan. Kyler Phillips contre Paiva, pourquoi pas, parce que le vainqueur pourrait affronter Sean O'Malley, selon moi, dans le prochain combat. Ok, on en arrive à la raison pour laquelle tout le monde est connecté maintenant. L'analyse de Corey Sandhagen contre TJ Dillashaw. Alors j'ai pris des notes parce que comme c'est le matin, je me suis dit, je préfère prendre 5 minutes pour écrire et être sûr que tout soit établi, que tout soit structuré, et de passer au travers de tout ce que j'ai en tête. Alors, le premier point et que je veux aborder, c'est le fait qu'on a deux switchers ou deux shifters, on appelle ça comme on veut. C'est deux gars qui vont passer de gaucher à droitier et de droitier à gaucher, un peu partout dans le combat. Il y a ma femme qui essaie de prendre son sac, vas-y, prends. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce genre de combat, qui peut aller dans les deux sens. Ça peut rendre le combat un peu moins beau que ce à quoi on s'attend, et ça peut le rendre bien plus
je vais pas dire spectaculaire, mais agréable à regarder pour les fans de stratégie. Je vais prendre un très simple exemple. TJ Dillashaw contre Dominick Cruz. Moi, j'ai adoré. Et je sais que tous les analystes, tous les fans de stratégie ont absolument adoré ce combat. Il était superbe. C'était un chess match, donc un combat d'échecs. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en MMA. Mais là, c'était vraiment le cas et c'était un combat d'échecs très agréable. Il y a aussi ce combat entre Till et Wonderboy. Tout le monde essayait de survendre le combat en disant ouais, c'était pas si nul que ça, c'était un combat d'échecs. Moi, j'avais bien aimé parce qu'on voyait que c'était beaucoup dans la réflexion, mais le volume de jeu était vraiment très faible et trop faible que pour être vraiment apprécié du grand public. TJ Dillashaw contre Dominick Cruz, c'était par contre apprécié vraiment, je pense, du grand public également. La raison pour laquelle je dis ça peut partir dans les deux sens, ça peut partir dans quelque chose de vraiment extraordinaire, comme ça peut partir dans quelque chose où il y a un peu plus de retenue de part et d'autre, c'est parce que si moi, je suis quelqu'un qui aime shifter, qui aime passer de gaucher à droitier, de droitier à gaucher dans un combat, et que je suis face à un droitier qui reste en droitier tout le temps, quand je vais shifter, moi je sais ce qui va se passer. Je sais dans quelle dynamique on va passer au moment de mon shift, et ça me permet de déjà préparer, anticiper la nouvelle dynamique de combat et éventuellement une combinaison avec laquelle je vais ouvrir dans cette nouvelle dynamique de combat. Mon adversaire, qui reste en droitier, il est tout le temps concentré sur ok, le mec il passe en garde fermée, en garde ouverte, passe garde fermée, garde ouverte. Il y a un petit temps de réflexion chez lui pour l'adaptation qui me donne un avantage à moi qui shift, mais c'est très rapide. Quand on a deux gars qui shiftent, c'est différent parce qu'à chaque fois qu'on shift, celui qui provoque le shift, il va peut-être faire face à quelqu'un qui reste dans sa garde ou qui change également de garde. Donc toutes les dynamiques sont possibles. Gaucher contre gaucher en garde fermée, gaucher contre droitier en garde ouverte, droitier contre gaucher en garde ouverte et droitier contre droitier en garde fermée. Les quatre dynamiques sont possibles. Ça peut changer 3 fois sous 2 secondes. Et donc, ça change beaucoup la dynamique. Et donc, les deux peuvent être beaucoup dans leur tête. Alors ici, on a Sandhagen et Dillashaw qui sont très expérimentés dans ce genre de dynamique, qui sont des shifters depuis leur début de carrière. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ce temps de réflexion, qu'ils ont automatisé le... Attendez, vas-y, enlève. Ah, t'es pas en train... Pardon. Donc, je reviens à mes moutons. T'as pas besoin de réfléchir. Ils savent quand ils sont en gaucher, ils réalisent directement si l'autre est en gaucher ou en droitier et s'ils sont en garde ouverte ou fermée. Et ils savent envoyer tout leur arsenal de techniques dans les deux gardes, dans les deux dynamiques. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais il y a vraiment des... C'est assez marrant, il y a un genre de croisement, j'ai envie de dire. TJ Dillashaw, il a une très bonne main droite, c'est-à-dire en droitier, il va avoir un bon direct et en gaucher, un bon jab. Sa main droite est excellente et sa jambe gauche est extraordinaire. Son high kick gauche est vraiment magnifique. Donc il y a vraiment il est ambidextre, on va dire, et il est fort évidemment de la main gauche et de la jambe droite aussi, mais les deux armes qui sortent du lot chez lui, c'est sa main droite et sa jambe gauche. Cory Sandhagen, on va plutôt dire que c'est sa jambe droite en termes de genoux et de kick, et en termes de main, on va dire peut-être le crochet gauche quand même qui sort un peu plus du lot que le reste, donc c'est une dynamique de l'autre côté. Ça va être plus son bras gauche et sa jambe droite, même si Sandhagen, je dirais quand même qu'il y a une certaine complétude dans le danger de ses armes. Ok. Avant de passer à l'analyse de l'un et puis de l'autre, on est dans un combat où on a un Cory Sandhagen qu'on va plutôt considérer comme un striker et jujitsuka, fort axé sur le scramble. Son striking, je peux le percevoir comme peut-être plus efficace. On va prendre des pincettes avec le mot efficace, je vais y venir maintenant. De l'autre côté, on a TJ Dillashaw qui est plus striker ou wrestler, striker lutteur, je vais plutôt le faire en français ce matin. Peu plus complet dans l'ensemble, il est aussi un très bon jiu-jitsu, donc je le verrai comme plus complet. Son striking peut-être moins efficace, mais il y a plus de peps, donc peut-être plus dangereux. Je mets des guillemets à dangereux, parce que c'est dangereux sur le moment, sur la puissance de frappe. Cory Sandhagen,
est très dangereux aussi. Ok, on va passer à l'analyse l'un après l'autre. Cory Sandhagen, comment le décrire? Grand, déjà. Grand pour la division. Il gère très très bien sa taille. Il combat comme un grand. Il a des armes, quand il initie... Non, en fait, il initie même des deux. Il arrive à imposer un range. Il a une très très bonne gestion de la distance, très très bonne gestion de son avantage d'allonge. Il a des jabs magnifiques en gaucher comme en droitier, en garde ouverte comme en garde fermée. C'est absolument incroyable à voir. Au-delà de son jab, évidemment, pour qu'en grand combatte bien comme en grand, il a un excellent footwork. Et ça va être très très important dans ce combat, évidemment. Les deux ont un excellent footwork, que ce soit offensif ou défensif. Il recule de temps en temps peut-être un peu en ligne, mais généralement il crée quand même ses angles, surtout quand il est, on va dire, en contrôle du rythme. Quand il n'est pas en contrôle du rythme, c'est là où on va le voir faire des petites erreurs de déplacement, à se déplacer en ligne, en arrière. Au-delà de ses jabs, parce que je parle beaucoup de ses jabs, ils sont très bons. Ce qui va souvent pousser l'adversaire à vouloir rentrer plus proche, évidemment, parce que le jab de Cory Sandhagen, en général, c'est pas la distance de jab de son adversaire. Son adversaire doit rentrer un peu plus proche pour pouvoir envoyer son propre jab. Quand l'adversaire rentre plus loin que le jab, enfin plus proche que le jab de Cory Sandhagen, les crochets, les uppercuts, les coups au corps, au top. Donc il a vraiment des armes dangereuses à tous les ranges. Finalement, son jeu de feinte, qui est fort basé sur son jab, mais peu importe, je ne vais pas dire simpliste, mais son jeu de feinte est incroyable. Il utilise très très bien ses feintes. Et là, il y a une grosse différence entre, ça va faire une belle transition, entre Sandhagen et TJ Dillashaw. Sandhagen va utiliser ses feintes pour lire les réactions défensives de ses adversaires pour capitaliser dessus. Donc ces feintes vont lui permettre de créer des ouvertures sur lesquelles il va pouvoir capitaliser et travailler. Je parle beaucoup des feintes dans mon livre, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la pub, mon deuxième livre, L'art de la bagarre, le lien est en description. A l'inverse, TJ Dillashaw, il va plutôt utiliser ses feintes pour provoquer un contre chez son adversaire. Ce ne sera pas une réaction défensive, mais plutôt une réaction offensive chez l'adversaire, et le faire rater. Les feintes de TJ Dillashaw cherchent à faire rater l'adversaire. Quand l'adversaire rate ou manque une frappe, en général, il est out of position, on va dire. S'il envoie un kick, par exemple, il sera sur une jambe, il sera déstabilisé. S'il envoie un jab, il aura du poids vers l'avant, il aura une ouverture avec son bras tendu. Et c'est toute la beauté du jeu de TJ Dillashaw à ce niveau-là, c'est juste après sa feinte, il sait qu'il va créer un angle. En fait, il va se déplacer, il va feinter, se déplacer. Son déplacement va lui permettre d'avoir un angle dominant sur base de l'attaque anticipée de son adversaire. Son adversaire va donc rater son envoi pendant que TJ Dillashaw aura créé son angle dominant. Et une fois qu'il a son angle dominant et que son adversaire est out of position, est hors position, c'est là qu'il va rentrer dans l'échange. Ça, c'est un mot très important du combat, échange. TJ Dillashaw, c'est quelqu'un qui est fort ouvert à l'échange. Sandhagen n'est pas complètement fermé, mais il est un peu moins ouvert à l'échange. C'est quelqu'un qui va combiner de temps en temps, mais dès que l'adversaire va réagir, il va très souvent sortir pour réengager après. Alors que TJ Dillashaw, il est plus du genre à rester dans l'échange jusqu'au moment où il est sûr qu'il a gagné l'échange. Ça lui a posé problème contre Cody Garbrandt, ça lui a posé problème contre John Dodson, mais généralement ça va à son avantage parce qu'il a l'habitude de cette dynamique de combat. J'ai transité du coup vers TJ, je vais finir chez TJ. Donc je disais, voilà, en gros, TJ Dillashaw est vraiment totalement capable d'ennuyer ses adversaires en engageant. Il travaille toujours sur ses angles, il engage bien, mais là où il fait le meilleur de son taf, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est quand il crée des pièges. Il utilise sa feinte pour créer un contre, prendre son angle dominant, attaquer à partir de cet angle dominant-là. Dans les défauts, de ce qu'on a vu, Cory Sandhagen, de temps en temps, on peut le voir en difficulté sous pression. C'est difficile de le mettre sous pression, mais là, Apex, petite cage, peut-être légèrement à l'avantage de TJ Dillashaw du coup. Parce que on y viendra pour les game plans. Je pense que TJ Dillashaw, c'est important pour lui d'essayer de mettre de la pression.
Donc Cory Sandhagen, on l'a vu en difficulté de temps en temps sous pression, notamment contre Alcantara, mais on a vu qu'il était vraiment excellent contre d'autres combattants à pression, Lineker, Edgar qui essaie de le mettre sous pression, on a vu ce que ça a donné. Et au final, Sandhagen est très fort pour mettre les combattants à pression sous pression. Contre Lineker, il a fait un travail incroyable et c'est toujours intéressant. Un combattant à pression n'a généralement pas l'habitude d'être mis sous pression et donc on le sort de sa zone de confort. Ça paraît simple. C'est vraiment pas simple à mettre d'application, mais Cory Sandhagen est très doué pour ça. À l'inverse, et Cory Sandhagen, évidemment, on l'a vu en difficulté en début de combat contre Sterling. Il s'est fait surprendre par un combat qui commençait sur les chapeaux de roue, et c'est en grappling que la différence a été faite. TJ Dillashaw, on l'a vu en difficulté face à quelqu'un qui bring the fight to him, donc qui vient pour la bagarre. Cerudo, directement mis sous pression, directement venu pour l'échange, directement gagné. On l'a vu en difficulté de temps en temps dans certains échanges, comme je disais, contre Cody Garbrandt. La première fois, il prend un knockdown à la fin du premier round. Et en mid-shift, ça c'est important aussi. Quand un combattant passe de gaucher à droitier, de droitier à gaucher, automatiquement, pendant des fractions de secondes, à un moment, il est ni gaucher ni droitier. Parce que pendant la transition, il va passer un pied juste à côté de l'autre. Les deux pieds seront parallèles, ce qui n'est pas recommandé puisqu'il y a aucun équilibre, il n'y a aucun point d'appui. Il s'est fait mettre KO par John Dodson. À ce moment, il était en train de passer de, je sais plus, je pense que c'est gaucher à droitier. Et là, il prend un coup. Il était pas en position d'encaisser, tout simplement. Il n'était pas en position d'encaisser, de rester debout. Il a pris son coup, il est tombé. Dernier défaut peut-être que je voulais parler, j'ai les stats ici, je ne vais pas les mettre à l'écran, j'aurai malheureusement pas le temps ici, je ne pourrais pas mettre une priorité là-dessus. Cory Sandhagen, c'est un peu la version améliorée de Carlos Condit, surtout en termes de lutte défensive. Sandhagen, 31% de défense en lutte. Il se fait amener par 15 minutes 2,4 fois. C'est pas énorme, mais on essaye que 3,46 fois contre lui. C'est-à-dire qu'avec la distance qu'il impose, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Thompson, vu la distance qu'il impose, c'est difficile de shoot de loin sur lui. Mais par contre, quand on shoot, le taux de réussite de ses adversaires est à 69%. C'est énormissime. Cory Sandhagen, c'est pas quelqu'un qui va utiliser... Enfin, ma théorie, c'est ça. Soit il a une mauvaise défense de... Enfin, ma théorie pour lui et pour... comment s'appelle-t-il ? Je viens d'en parler. Carlos Condit. Soit... ils ont juste pas une très bonne takedown defense et quand on essaie un takedown, ça fonctionne 2 fois sur 3. Soit ça leur demande beaucoup d'énergie de défendre et ils trouvent ça plus judicieux, l'un comme l'autre, d'accepter l'amener au sol et de travailler sur un scramble directement dès que ça touche le sol. Parce qu'ils sont tous les deux très très forts en scramble et puis au final, ils ont tous les deux un bon sol. Ils sont tous les deux très à l'aise sur leur dos, mais au final, j'en avais aussi parlé dans un autre podcast ou vidéocast, peu importe comment on appelle ça. L'excès de confiance peut être très mauvais, surtout en MMA, surtout quand on a un excès de confiance sur son dos. Si on est très confiant en notre dos, c'est bien, mais jusqu'à présent, pour l'instant, les juges ont prouvé à maintes reprises qu'ils valorisaient beaucoup plus le top control. Et donc, si on ne trouve pas la soumission, et si on ne fait pas un truc exagéré pendant 4 minutes sur son dos, c'est l'autre qui va prendre le round. Et si ça se reproduit 5 fois sur 5 rounds ou 3 fois sur 3 rounds, on perd le combat à cause de ça. Donc voilà, ça c'est une stat qui est pour moi intéressante parce que voilà, TJ Dillashaw a quand même une bonne lutte. Il a son shift qu'il a fait contre Lineker qui était incroyable. Son shift takedown, c'est avec le outside trip. Ça c'est du bonheur à regarder vraiment. Dans les autres stats, il n'y a pas grand chose d'intéressant, sauf si je mets en parallèle, voilà, Cory Sandhagen se fait relativement, je ne vais pas dire beaucoup, mais il se fait relativement souvent amener au sol, 2,4 fois toutes les 15 minutes. Malgré tout, il a plus de contrôle que ses adversaires. Il a 20% de contrôle, il se fait contrôler 13% de fois. Ce qui veut dire que c'est sur 100%, hein, donc il y a 67% de combats debout avec Cory Sandhagen, 20% où lui est en contrôle, 12% et demi où son adversaire est en contrôle. Ce qui veut dire qu'il renverse quand même souvent la tendance, que dans les scrambles, il arrive à trouver le top contrôle. Ok, on va faire une pause, on va faire une pub et on va discuter des game plans. Alors, en termes de game plan, c'est, comme je le disais, c'est un combat qui est vraiment très difficile à percevoir, c'est très difficile de pronostiquer parce que la dynamique peut aller dans tous les sens.
La base de la base du game plan pour TJ Dillashaw. Je le dis, ça c'est la base contre un combattant qui se déplace très bien. Contre un Dominic Cruz, contre un TJ Dillashaw, contre un Cory Sandhagen, contre un Mighty Mouse à l'époque, contre un Cyril Gane. Les low kicks. Quelqu'un qui se déplace beaucoup, ça veut dire que les cibles se déplacent en même temps. Je veux dire, tu peux bouger les cibles en faisant des esquives, donc ta cible qui est ta tête va beaucoup bouger. Si tu bouges avec du footwork, ta tête elle bouge avec ton corps automatiquement. C'est plus difficile de toucher une cible qui bouge qu'une cible statique. Ça c'est très logique. Ce qui reste accessible face à quelqu'un qui se déplace beaucoup, c'est sa jambe avant. Automatiquement, quelqu'un qui se déplace beaucoup, une très bonne stratégie pour 2 raisons, c'est les low kicks, parce que ce sera la cible la plus facile à atteindre, et en plus de ça, une multitude de low kicks, ça va diminuer sa capacité à se déplacer avec qualité, correctement, avec précision, et ça va lui demander de plus en plus d'énergie aussi de se déplacer, parce que sa jambe va s'affaiblir au fil du combat. Donc, pourquoi je dis low kick pour TJ Dillashaw, pour les raisons que je viens de citer, mais aussi parce qu'il l'avait très bien fait contre Dominic Cruz. Très très bien fait contre Dominic Cruz, donc il en est capable face à un combattant à bon déplacement. Deuxième point de la stratégie de TJ Dillashaw pour moi, ce serait mettre Sandhagen sous pression, parce que Sandhagen en pression, c'est là où il excelle le plus. C'est pas impossible, c'est difficile, mais c'est pas impossible de le mettre sous pression. Je vais dire ça différemment, c'est pas impossible de le faire reculer. C'est difficile de le mettre sous pression parce qu'il a de très bons déplacements latéraux. Par contre, c'est faisable, c'est réaliste de le faire reculer. Maintenant, il faut faire très attention. Il faut le faire reculer, mais il faut pas le suivre. Si on le suit, on voit ce qui se passe. Frankie Edgar. Si on le suit, il va préparer une attaque, il va sauter, il a de très bons coups de genoux, j'en ai pas parlé, excellent coup de genoux sautés. Il n'y a pas que contre Frankie Edgar qu'il en a envoyé en début de carrière à l'UFC aussi, je sais plus le nom de son adversaire. C'était Aguao. Non, je me trompe, peu importe, on va dire Austin Arnett peut-être. Ouais, c'était contre Austin Arnett, très très beau coup de genoux sautés. Bref, il faut savoir le faire reculer, éventuellement le mettre sous pression, sans le suivre pour autant, parce que le suivre, ça va lui donner la main mise sur les déplacements. Il faut que ce soit... La différence entre suivre quelqu'un et mettre quelqu'un sous pression, c'est que suivre quelqu'un, c'est réagir au déplacement à reculons de l'adversaire. Mettre quelqu'un sous pression, c'est faire reculer l'adversaire sur base de ses déplacements offensifs. La différence, elle est très difficile à voir dans un combat, mais ça fait toute la différence aussi pour ceux qui sont dans la cage. Troisième et dernier point, évidemment, pour moi, ce serait la lutte. Utiliser un maximum la lutte. Je ne vais pas dire un maximum, genre arriver avec un game plan qui gravite autour de la lutte absolument, mais il devrait y avoir des tentatives d'amener au sol tous les rounds pour TJ Dillashaw, ne fût-ce que pour créer des setups, mais aussi pour montrer qu'il y a une menace, mais tout simplement parce que ça va lui permettre d'avoir un top control potentiellement plusieurs fois dans le combat, si on s'en tient aux statistiques, et il a un très bon top control. TJ Dillashaw, on va voir ça au sol. Il essaye quand même il a 4.5 tentatives par 15 minutes, TJ Dillashaw. On n'y pense pas, mais finalement, il utilise quand même pas mal sa lutte en combat. Il a 38% de réussite, notamment parce que je pense qu'il utilise de temps en temps sa lutte en étant au courant qu'il ne va pas réussir. C'est juste pour varier le jeu. Par contre, il a 25% de contrôle et il s'est fait contrôler que 0.78-78% du temps. Donc, c'est rien du tout. Donc, une fois que ça va au sol, statistiquement, TJ Dillashaw, il a un très, très, très bon contrôle. Et donc là, dans un combat contre Sandhagen, je pense que c'est dans son intérêt de mixer, et en plus il mixe ça très bien, son striking vers sa lutte, échaîner en lutte et tenter de les amener au sol, qui sont... Il peut les obtenir contre Cory Sandhagen. Cory Sandhagen, son game plan, établir son jab, ses jabs, grosse nuance importante, établir ses jabs parce qu'il en a d'excellents, comme je le disais, dans les deux gardes, dans les 4 dynamiques. Le bodywork de Cory Sandhagen est ouf. Pour un grand, c'est super rare. Les grands, en général, ils ne sont pas très très fans d'aller attaquer le corps parce qu'ils ont l'impression de se mettre à hauteur de leur adversaire qui est plus petit. Cory Sandhagen a d'excellents crochets au corps, un excellent travail au corps, et contre TJ Dillashaw, encore une fois,
Quelqu'un qui se déplace, sa jambe avant sera la plus accessible, mais le corps est plus facile d'accès que la tête, on va dire, malgré tout. Puisque la tête, non seulement elle peut bouger dans le mouvement, mais on sait faire simplement des esquives, des pullbacks, etc. Le corps, on va pas faire de la danse du ventre. Donc le corps, il reste beaucoup plus attaché au déplacement avec les jambes, alors que les jambes peuvent se déplacer et la tête encore un peu plus. Donc le corps est plus accessible. Donc on a souvent vu Cory Sandhagen travailler le corps, envoyer son crochet suivi du low kick, une classique. Contre TJ Dillashaw, ça peut vraiment fonctionner, ça peut faire des merveilles sur le long terme. Quand je disais établir son jab, je pense que son jab peut être très très efficace pendant que TJ Dillashaw passe de gaucher à droitier ou de droitier à gaucher. Donc essayer de contrer sur des mid-shifts entre les shifts et vraiment travailler à ce moment-là. Dès que TJ Dillashaw a shifté, attaquer à ce moment-là dans le changement de dynamique, ça peut vraiment très très bien marcher. Voilà, il y a des moments où TJ Dillashaw, il y a des petits moments où on peut peut-être anticiper ses intentions. Quand il lève sa main droite ici, en général, il y a son shift qui va partir, son shift avec cross high kick qui part très souvent. J'ai donné un cours là-dessus hier, donc je voulais en parler ici, parce qu'au cas où ça se finit comme ça, on verra. Hey, Chris, on en avait parlé. Donc, ouais, quand il met sa main très haute ici, c'est très intelligent. Hein. Donc, s'il est en droitier, il met sa main droite très haute au niveau de sa tempe. Il va switcher, il passe en gaucher, il va envoyer son nouveau cross, puisqu'il est gaucher maintenant. Donc, je suis en train de switcher en dessous de la table, switch, cross, et puis le high kick qui vient directement derrière, et il garde sa main là, parce que il n'est pas si souple que ça, TJ Dillashaw, donc pour envoyer ses high kicks, il a besoin de vraiment foutre son corps sur le côté pour que sa jambe puisse partir le plus haut possible. Et finalement, dernière question, qu'en est-il des quick starts, des fast starts, enfin commencer fort? L'un comme l'autre peut le faire. TJ Dillashaw a perdu rapidement contre Cerudo récemment. Cory Sandhagen a perdu récemment, rapidement, très tôt dans le combat, contre Aljamain Sterling. L'un comme l'autre pourrait utiliser cette approche de combat, de commencer très très rapidement. Je dis très récemment, évidemment, j'ai pas parlé de ça, parce que ça fait pas partie d'une analyse technique, mais ça fait partie de l'analyse de combat de manière générale. TJ Dillashaw n'a plus combattu depuis 900 jours, c'est pas tant que ça. On a déjà vu des combattants qui n'étaient pas spécialement blessés, qui n'étaient pas suspendus, qui n'ont pas combattu pendant quasi autant de temps. Après, voilà, ça reste 2 ans et demi, presque 3 ans. Est-ce que ça va jouer? Ça joue toujours un peu, je pense, mais ça joue jamais autant que ce qu'on croit. Donc, ouais, voilà, quelqu'un d'expérimenté comme TJ Dillashaw, il a quoi comme palmarès encore? 16-4 au plus haut niveau. Voilà, peut-être... Ça change un peu, parce qu'évidemment, quand on combat 3 fois l'année, pendant 3 ans d'affilée, ben oui, la gestion des émotions, tout devient naturel, etc. On commence vraiment à trouver des bonnes marques, etc. Mais c'est un demi% qui change par rapport à quelqu'un d'expérience qui est parti pendant 2 ans et demi, et pendant les 2 ans et demi, il savait qu'il allait revenir. C'est pas qu'il a fait 2 ans et demi de Netflix et chips, et chill, oui. Il est resté actif, il a continué à s'entraîner, et il savait depuis le début, il poussait d'abord comme un teubé pour avoir un retour directement pour le titre, alors qu'il s'est fait choper pour EPO, enfin ça c'était débile, mais bref. Il revient contre Cory Sandhagen, ça veut dire qu'il a confiance en lui, ça veut dire qu'il s'est bien préparé, et je mettrais peut-être pas le temps d'absence comme un gros facteur dans ce combat. Est-ce qu'on parle des EPO? On va parler légèrement des EPO. Donc des produits dopants. Je m'y connais pas là-dedans, donc je sais pas pourquoi j'en parle. Mais voilà, est-ce que ça joue, etc. Oui, moi j'ai toujours dit, quelqu'un qui va prendre des produits dopants à un moment de sa carrière, même 10 ans après, il en garde les bénéfices. Il en garde peut-être pas les bénéfices en termes de... peu importe les gains que ça donne, les produits dopants, mais si tu en as pris à un moment de ta carrière, pendant toute une période de ta carrière, tu as pu t'entraîner plus, mieux, ou bien tu as pris plus de gains à chacun des entraînements sur la période où tu as pris les EPO. Si tu peux t'entraîner plus qu'un homme qui s'entraîne naturellement, c'est de la triche ad vitam pour moi. Tu t'es amélioré plus que ce que tu aurais dû t'améliorer pendant un laps de temps, et quand tu t'entraînes plus, tu vois plus de techniques, donc tu t'améliores davantage que quelqu'un d'autre. Et même 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu as encore ce bénéfice, certes à moindre mesure, mais tu l'as encore. Donc voilà, maintenant, est-ce que ça c'est plus
on va dire, un avantage d'amélioration, donc il est meilleur aujourd'hui que ce qu'il aurait été s'il n'avait jamais pris ça. Maintenant, il y a aussi ces gens qui ont tous la même théorie, comme en cyclisme. Au final, ils se dopent tous. Le dopage a 3 ans d'avance sur l'antidopage, et donc ils ont tous, ils sont tous sous quelque chose qui n'est pas spécialement légal, mais qui se fait pas détecter. Moi, je rentre pas dans ces débats-là. Même pour TJ Dillashaw, est-ce qu'il s'est fait choper parce qu'il s'est dopé une fois et il n'a pas eu de chance sur le timing, ou est-ce qu'il s'est dopé toute sa carrière? C'est que de la spéculation, je suis pas fan de spéculation. En tout cas, ici dans le combat, clairement, même dopé, même si on considère qu'il a été dopé toute sa carrière, il a des défaites. John Dodson, Ashun Chao la première fois, Dominic Cruz et Henry Cejudo. Et donc, dopé ou pas, Cory Sandhagen a les capacités techniques et les compétences de le battre. Alors, on me demande toujours, souvent en commentaire, on me demande mes pronostics, et j'aime pas pronostiquer, surtout dans un combat comme ça. Pour moi, un pronostic, c'est trop noir ou blanc. Et la réalité d'un combat, on le sait tous, c'est que dans, on va dire 75%, 3 combats sur 4. 3 combats sur 4, la réalité, c'est que si le combat a lieu le vendredi soir ou le samedi soir, on peut avoir deux résultats complètement différents. Ça dépend du soir même. Le combat, on le refait 10 fois, c'est 10 combats différents. Donc, faire un pronostic, c'est vraiment, ok, lui est meilleur. Alors, évidemment, je vais quand même en émettre un. Au tout début, quand le combat a été annoncé, j'étais fort en mode Cory Sandhagen jusqu'à il y a 2-3 jours. Et plus je pense au combat, plus je me dis, ils sont tous les deux très dangereux. Ça peut vraiment partir dans tous les sens. Mais pour moi, le chemin vers la victoire le plus clair est du côté de TJ Dillashaw. Et c'est pour ça que je donnerais, si je dois émettre un pronostic, et ça me fait bizarre de le dire parce que j'y crois pas moi-même, je donnerais la victoire à TJ Dillashaw parce que ils sont tous les deux capables de gagner debout, c'est clair. Pour moi, c'est du 50-50 debout. J'ai vraiment du mal à faire une différence. Peut-être 55-45 pour Sandhagen. Allez, 45-55 pour Sandhagen debout. Ils sont tous les deux capables de gagner au sol, c'est clair. Sandhagen a un jeu de soumission qui est ouf, mais j'ai du mal à voir TJ Dillashaw se faire soumettre, honnêtement. Par contre, voilà, si ça va à la décision, etc., j'ai plus d'aisance à voir TJ Dillashaw prendre les rounds grâce à l'implication de la lutte dedans et des amener au sol, du top control. Pourtant, c'est bizarre parce que pour moi, Sandhagen, c'est quelqu'un. Si tu combats contre Sandhagen, tu sais que tu vas passer un mauvais moment sur la durée. Contre TJ Dillashaw, c'est peut-être pas sur la durée que tu vas passer un mauvais moment, mais tu vas passer plein de petits courts mauvais moments à chaque échange. Donc, très difficile à dire, mais si je dois mettre si je dois vraiment faire un pronostic, je mettrais TJ Dillashaw pour la raison simple que le path victory le plus clair est du côté de chez TJ Dillashaw avec du shootbox. Mais voilà, la raison au final, ce petit avantage à TJ Dillashaw, ça a la même valeur, c'est tellement petit, pour moi c'est aussi petit que le fait qu'il ait été absent longtemps qui va du côté de Sandhagen. Donc c'est vraiment très équilibré comme combat, mais voilà, comme on me demande souvent en pronostic, je dois m'y tenir, on va dire TJ Dillashaw vainqueur dans ce combat, et j'y crois vraiment pas quand je le dis. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Chris Genacht, à très bientôt.